et nous trouverons dans une situation plus difficile encore. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous nos concitoyens à respecter strictement les règles de confinement. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures de contrôle strictes pour éviter que le début des vacances scolaires ne se traduise pas par des trajets en France qui viendraient ruiner l'effort collectif que nous consentons depuis près de 3 semaines et dont j'ai bon espoir qu'il finisse par être perçu dans les chiffres que chaque jour nous présentons. Est-ce que vous pourriez à nouveau augmenter les sanctions ? Les sanctions sont déjà très lourdes et c'est vrai que les forces de l'ordre doivent les faire appliquer avec rigueur et aussi avec discernement, bien entendu. Mais je veux le dire là encore parce que je préfère dire les choses le plus clairement possible à nos concitoyens. Il ne doit pas y avoir de départ en vacances dans les jours qui viennent. Aucun. Il y aura des contrôles. Tous ceux qui seront en contravention se verront sanctionnés. Et plus que la règle qui sera appliquée strictement, plus que les sanctions qui viennent garantir l'efficacité, je veux faire appel à la responsabilité et à l'intelligence de nos concitoyens. Cette règle, elle n'est pas là pour les ennuyer, elle est là pour nous protéger, tous ensemble, et singulièrement pour protéger les plus fragiles d'entre nous. Et je pense que l'immense majorité de nos concitoyens le comprend parfaitement, et c'est vraiment à ce sens du civisme, d'une certaine forme de discipline, c'est vrai, d'une certaine forme d'effort collectif à laquelle je veux faire appel. Monsieur le Premier ministre, je voudrais que nous abordions ensemble la première urgence. Nos hôpitaux vont-ils tenir le choc? Question très simple, réponse sans doute compliquée. Allons-nous gagner cette bataille? On va déjà essayer de poser les enjeux. Essayons d'y voir clair avec Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. La France a-t-elle atteint aujourd'hui le pic de l'épidémie? Eh bien, pour vous répondre, Gilles, on va prendre 3 indicateurs. Le premier, c'est le nombre de nouveaux cas par jour sur les 15 derniers jours. Vous voyez que ça augmente avant de beaucoup baisser aujourd'hui, mais ce nombre de cas ne veut pas dire grand-chose parce qu'il dépend de notre politique de test. Peut-être qu'à un moment donné, on a plus testé que d'habitude. Prenons donc un deuxième indicateur, il s'agit du nombre de décès par jour. Là encore, sur les 15 derniers jours, vous voyez que la tendance est clairement à la hausse. Aujourd'hui, on décès. Le problème de cet indicateur-là, c'est qu'en fait, il est décalé. Les décès d'aujourd'hui sont les patients qui ont sans doute été contaminés il y a 3 avant d'être admis dans un service de réanimation. D'où ce 3 de nouvelles admissions en réanimation par jour, là aussi sur les 15 derniers jours. Et vous voyez que depuis cette date du 26 mars, on a atteint une sorte de plateau avec ce pic à 548 nouvelles admissions, ce qui nous fait dire que oui, Gilles, nous sommes aujourd'hui dans le pic de l'épidémie, mais la France n'en est pas sortie. Et si on doit poser la question de manière très simple, est-ce que nos hôpitaux tiennent le choc? Eh bien, regardons les données nationales. Malheureusement, elles ne sont pas forcément très significatives. Vous allez voir qu'il y a d'énormes disparités entre les régions. Prenons donc 2 régions particulièrement touchées par le coronavirus. D'abord, l'Île-de-France. Voilà le nombre de personnes en réanimation ce matin en Île-de-France. 2204. Or, le nombre maximum de lits que l'Île-de-France peut mettre à disposition est de 2400. On approche donc de la saturation, ce qui explique ces cas de patients qui ont été transférés vers des hôpitaux dans d'autres régions qui sont moins touchées par la maladie. La deuxième région, évidemment, c'est la région Grand Est, là aussi fortement touchée. 918 patients étaient dans un service de réanimation ce matin. L'équation est légèrement différente parce que dans le Grand Est, ils ont réussi à pousser jusqu'à 1160 lits de réanimation, ce qui évite la saturation. Mais là aussi, comme en Île-de-France, des patients ont été transférés vers des hôpitaux dans des régions qui sont moins chargées, mais aussi vers des pays étrangers. Merci beaucoup. Édouard Philippe, vous savez que les Français vont vous poser ce soir directement un certain nombre de questions. Écoutez la première d'entre elles. Vous allez voir, c'est à propos évidemment de cette pandémie. La personne qui vous pose la question se prénomme Wilfried. Je me nomme Wilfried Sibi, j'ai 35 ans, je suis employé polyvalent à Monop, Gare de Lyon. Pourquoi y a-t-il plus de morts en France alors que le confinement a commencé il y a 15 jours? Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à Wilfried et à cette question de bon sens? Je réponds un peu dans le même sens que ce qui a été présenté dans votre reportage qui précédait. C'est-à-dire que le nombre de morts aujourd'hui, c'est le nombre de morts qui
qui découle de la progression de l'épidémie avant le confinement. Notre objectif, c'est évidemment de limiter au maximum le nombre de indicateurs que nous regardons avec le plus d'attention, parce que c'est celui qui valide ou non la stratégie que nous suivons. C'est, comme vous l'avez très bien dit, le nombre d'entrées en service de réanimation. Et je voudrais sur ce point, Monsieur Boulot, dire deux choses importantes. D'abord, saluer l'extraordinaire mobilisation de l'ensemble du système, des médecins et des soignants, des aides-soignants, de tous ceux qui contribuent bien entendu à ce système, mais l'organisation des hôpitaux dans son ensemble et des soins. Car nous avons réussi un exploit qui est d'augmenter très sensiblement, très significativement, le nombre de lits de soins intensifs ou de réanimation que nous mettions à la disposition des malades. Vous avez évoqué la limite de 2400 lits en Île-de-France avant la crise du coronavirus. La limite d'accueil des lits de réanimation en Île-de-France, c'était 1000. Cela veut dire que nous avons multiplié par près de 2,5 le nombre de lits de réanimation à la disposition des patients. Et cet effort national a été reproduit dans toutes les régions françaises. C'est grâce à cet effort exceptionnel, encore une fois, exceptionnel d'inventivité et de mobilisation, que nous sommes capables de tenir dans des conditions redoutablement difficiles. Clairement, il suffit d'interroger les soignants et les hospitaliers pour savoir que ce sont des conditions redoutablement difficiles. Mais c'est grâce à cet effort que nous avons réussi à tenir. C'est la première chose. Je voudrais aussi dire une deuxième chose. C'est que une partie de la stratégie, c'est de faire en sorte que le nombre d'admissions en réanimation ne dépasse jamais les capacités globales de chaque région. C'est la raison pour laquelle nous avons transféré des patients. Nous aurons, à la fin du week-end, transféré plus de 550 patients en réanimation, intubés, ventilés. Là aussi, c'est une prouesse logistique par le train, par l'avion, par l'hélicoptère, avec l'appui de services civils et de services militaires. Il y a aujourd'hui 7 aéronefs de l'armée de l'air qui participent à ces opérations, les trains de la SNCF. C'est un exploit logistique. Je veux le dire parce que c'est grâce à cet effort considérable que nous avons pu, au fur et à mesure de la progression de la vague dans le Grand Est et dans l'Île-de-France, libérer les capacités disponibles pour accueillir les patients. L'hôpital est soumis à une pression considérable. C'est vrai dans le Grand Est, c'est vrai en Île-de-France, c'est vrai dans d'autres régions, je pense à la Corse. C'est vrai aussi ailleurs, mais vraiment le Grand Est, l'Île-de-France sont ceux qui prennent la vague de la façon la plus intense. Il tient encore, il tient par un engagement humain exceptionnel, il tient avec de très nombreuses difficultés, je ne les cache pas, je suis tout à fait capable de les exposer, il tient parce que tous ensemble, et il tient, Monsieur Boulot, parce que nous ne relâchons pas l'effort sur le confinement. Je sais que dès que l'on formule des nouvelles qui peuvent sembler positives ou porteuses d'espoir, on prend le risque de démobiliser nos concitoyens. Ils doivent respecter et continuer à respecter ce confinement qui est le seul moyen aujourd'hui de permettre à nos soignants de passer ce pic. Mais vous n'avez pas répondu précisément. Est-ce que vous dites ce soir aux Français, dans les jours, les semaines à venir, la digue va tenir? Moi, Premier ministre, j'en prends l'engagement, j'en suis sûr. Et je dis aux Français que nous sommes dans un combat long, dur, que la digue tient, que nous devons tous ensemble faire en sorte qu'elle continue à tenir. J'ai au fond de moi-même, Monsieur Boulot, beaucoup de lucidité sur la difficulté de la tâche. Beaucoup de lucidité sur ce que vivent les soignants en ce moment, qui est terrible. Beaucoup de lucidité sur l'angoisse de nos concitoyens face à cette maladie et face à la perspective parfois de perdre des êtres chers sans pouvoir les accompagner dans de bonnes conditions. Mais j'ai aussi, au fond de moi-même, avec la détermination d'être à la hauteur, beaucoup d'espoir parce que notre système hospitalier, notre réponse publique et privée tient. Et je crois qu'elle va continuer à tenir. Et c'est pour ça qu'il faut être collectivement à la hauteur de la tâche, c'est-à-dire au fond, respecter les consignes, ne pas être des spectateurs de ce combat, mais être chacun des acteurs en respectant les consignes qui sont données par les soignants.
Sur un point très concret, est-ce que vous pouvez dire ce soir aux Français qu'il n'y aura pas de pénurie de médicaments à l'hôpital? Je pense en particulier au curare qui est indispensable lorsqu'on intube un malade en réanimation. On a parlé également de l'oxygène qui n'est pas à proprement parler un médicament mais qui est également indispensable. Est-ce que vous prenez cet engagement-là, qu'il n'y aura pas de pénurie? C'est une des questions les plus sensibles et les plus délicates que nous devons affronter en ce moment. Partout dans le monde, absolument partout dans le monde, se passe ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire une augmentation jamais imaginée du nombre de malades placés en service de soins intensifs ou en réanimation. Comme ça se passe partout dans le monde et au même moment, la consommation des produits nécessaires à la réanimation, que ce soit les médicaments ou les consommables liés à la réanimation, les embouts des respirateurs, tout ce qui est consommable, explose dans des proportions jamais imaginées. Songez, Monsieur Boulot, que c'est une augmentation de près de 2000% à laquelle nous assistons. Il y a donc, c'est vrai, partout dans le monde, des tensions très fortes sur l'approvisionnement dans un certain nombre de molécules et de médicaments. Pour un certain nombre des molécules indispensables aux soins de réanimation. Il y a 8 molécules indispensables pour les soins de réanimation. En tout cas, c'est 8 molécules que nous avons identifiées. Un certain nombre de ces molécules est en stock suffisant, soit dans les hôpitaux qui ont en général une consommation très importante, soit chez les industriels, et nous gérons au mieux les stocks de façon à pouvoir orienter, lorsque c'est nécessaire, vers les hôpitaux qui sont en tension. Donc je sais que s'agissant d'un certain nombre de ces molécules, nous allons pouvoir faire face dans la durée aux besoins et à la consommation. Pour d'autres de ces molécules, les stocks sont plus limités et donc les tensions et les inquiétudes des soignants sont réelles. Ma bataille, en ce moment, la priorité numéro 1 du Premier ministre, des membres du gouvernement, c'est de faire en sorte de sourcer et d'être capable de répondre à la demande. J'ai personnellement, cet après-midi, le ministre de l'économie et des finances l'a fait de son côté, le président de la République le fait de son côté, appelé un certain nombre d'industriels pour voir quelles étaient, de la production de ces molécules, pour voir quels étaient les endroits qui bloquaient dans l'approvisionnement plus massif de la matière première ou dans la production de ces médicaments. Et nous nous battons, heure après heure, pour faire en sorte de répondre à l'augmentation inouïe et jamais constatée de cette consommation. C'est un des combats essentiels que nous menons. Je le fais avec beaucoup de concentration, je le fais en disant clairement à nos concitoyens qu'il y a là un sujet d'importance, mais nous avons des ressources, nous avons monté, et c'est le combat que nous menons pour faire en sorte de porter cette difficulté. Docteur Anthony Chauvin, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Lariboisière à Paris. Je vous voyais réagir pendant ces propos. Est-ce que vous, quand vous rentrez du travail après une écrasante journée à l'hôpital, vous vous dites la digue va tenir, j'en suis sûr, j'ai assez de médicaments, à la fin des fins, nous allons gagner? Je pense que on peut être fier déjà du système public que l'on a en France, qui a toujours, je pense, tenu devant tout le travail qu'on lui a demandé depuis pas mal d'années, malgré les difficultés que l'on connaît, sur les grèves aux urgences, les problèmes qu'il y a de lits, de fermeture de lits. Sur l'hôpital public, on en a beaucoup parlé. Là, on a une grande chance, c'est que, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, et que on a pu collaborer, le public et le privé, dans une proportion jamais égalée. Et ça, clairement, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler, parce que l'hôpital public seul n'aurait pas pu tenir face à l'épidémie, face à cette pandémie. Oui, on va tenir. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de médicaments, on est très consciencieux sur la prescription des médicaments, aussi bien qu'on parlait des médicaments pour la réanimation, mais pas seulement. On parle aussi d'antibiotiques ou même de paracétamol, de choses très bénignes, comme les cachets de Doliprane. On fait attention. Et aussi l'oxygène. L'oxygène, il y a bien entendu l'oxygène qui arrive par les tuyaux dans l'hôpital, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'oxygène, on le met dans ce qu'on appelle des obus pour transporter les malades. Mais parfois, ces obus sont vides et on doit les remplir très rapidement pour pouvoir prendre en charge de manière qualité. Donc on fait tout pour qu'il n'y ait pas de rupture et on regarde chaque jour les stocks.
Et vous avez, comme d'autres, recours au bricolage. Vous embauchez des internes en 6e ou 7e année pour fondre des embouts. J'ai lu ça. Je pense que c'est du vécu que vous partagez peut-être aussi, docteur. Oui. Je pense que ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est la grande polyvalence de tout le personnel de santé. On a vu des chirurgiens exercer des activités de brancardage. On a vu des étudiants en médecine devenir des aides-soignants. Vraiment une grande polyvalence. Là où il y avait des besoins, eh bien, on a réussi à mettre des personnes en face de ces besoins. On s'est beaucoup adapté. Dans plusieurs hôpitaux, on a changé tous les jours, tous les 2 jours, notre organisation pour augmenter le nombre de lits de médecine, pour augmenter le nombre de lits de réanimation, parfois en partant de très peu de choses dans les salles qu'on a transformées, et avec une réponse à chaque fois, un grand investissement du personnel soignant. Solidarité entre les régions aussi. Moi, quand je vois partir ces TGV plein de malades intubés, ventilés, je trouve ça extraordinaire. À chaque fois, je suis extrêmement émue de voir qu'on puisse se mobiliser tous ensemble pour aller vers le même but, qui était d'affronter l'épidémie et cette grande vague qu'on a vu arriver. La solidarité. Édouard Philippe, une autre question qui vous est adressée par Jérôme, qui a vu nos nombreux reportages sur l'hôpital militaire de campagne installé à Mulhouse, sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. Écoutons-le. Bonjour, je suis Jérôme, j'ai 27 ans, je travaille chez Office Dépôt en tant que vendeur image. Et ma question c'était, on a ouvert un hôpital à Mulhouse, pourquoi pas à Paris? Voilà, je me fais le témoin de cette question, le relais. Pourquoi pas à Paris, pourquoi pas ailleurs, Monsieur le Premier ministre? On a vu en Grande-Bretagne un hôpital pour 4000 patients qui a été inauguré aujourd'hui sur les docks à Londres. On ne va pas faire ça en France? Non, c'est pas ce que nous avons choisi de faire. Le président de la République a décidé d'envoyer un hôpital de campagne à Mulhouse parce que la région Grand Est, et singulièrement les 2 départements alsaciens, ont été les premiers à faire face à la vague. Et que face à une vague de cette ampleur, il a fallu aider le système hospitalier local à tenir. C'est la raison pour laquelle apporter un hôpital de campagne qui permet de soulager les capacités d'accueil ou d'augmenter les capacités d'accueil de l'hôpital de Mulhouse pour accompagner le système dans ce choc. S'agissant de l'Île-de-France, nous avons choisi d'accélérer, c'est une annonce que je peux faire ce soir, nous avons choisi d'accélérer l'ouverture d'un plateau ultra-moderne qui était prévu à l'hôpital Henri Mondor pour ouvrir au début du mois de juin. Nous avons fait en sorte qu'il puisse ouvrir dans le courant du mois d'avril, de façon à pouvoir accueillir 86 patients supplémentaires. 86 patients, c'est tout sauf négligeable compte tenu de l'effort que vous avez vous-même indiqué s'agissant d'augmenter notre capacité d'accueil en lit de réanimation. Et donc ce plateau ultramoderne qui fonctionnera à partir du milieu du mois d'avril va permettre là aussi de contribuer à l'augmentation de notre capacité d'accueil. Nous avons beaucoup d'établissements en région parisienne, en Île-de-France, et notre objectif, ça a été de transformer un certain nombre de lits qui n'étaient pas du tout à l'origine des lits de réanimation, en les équipant de respirateurs, en les équipant du matériel nécessaire. C'est vrai que c'est moins spectaculaire que l'ouverture d'un très grand nombre de lits dans des espaces qui sont dédiés, mais il nous a semblé que c'était préférable pour accueillir dans de bonnes conditions les patients et pour ne pas des soignants. Alors Philippe, un pays voisin est souvent cité en exemple, on en a d'ailleurs parlé dans notre journal ce soir, en exemple dans la gestion de cette crise sanitaire, c'est l'Allemagne. Marilène a une question précise à vous poser à ce propos, écoutez-la. Bonjour, je m'appelle Marilène, j'habite à Marseille et ma question est la suivante, pourquoi y a-t-il plus de morts en France qu'en Allemagne? Monsieur le Premier ministre, je vous pose la question en son nom. Bon, d'abord, moi je ne suis pas dans la comparaison des morts d'Europe. Il y a beaucoup plus de morts dans certains pays, beaucoup moins dans d'autres. Probablement en partie parce que, au fur et à mesure que la vague se déploie et arrive dans les pays concernés, ils doivent faire face à de multiples difficultés. L'épidémie a commencé plus tôt en Italie, elle s'est développée plus rapidement en Espagne, nous sommes derrière, et le fait d'avoir à subir cette vague un peu après eux nous a permis d'apprendre et de nous adapter. Je crois que la vague arrive en Allemagne avec un peu de retard aussi probablement sur la France. Tant mieux pour l'Allemagne,
Tant mieux car elle peut mieux se préparer, tant mieux car elle peut nous aider. Ce qu'elle a fait, moi je veux remercier nos amis allemands d'avoir mis à notre disposition un certain nombre de respirateurs et d'avoir accepté d'accueillir dans les hôpitaux allemands un certain nombre de malades français, malades hospitalisés dans la région Grand Est. Le Luxembourg l'a fait aussi, la Suisse l'a fait aussi. Il faut savoir dire merci à ses amis lorsqu'ils vous aident, je le dis bien volontiers. Ensuite, je peux témoigner de ce que quand je parle à mes collègues allemands, aux responsables allemands, avec qui évidemment nous sommes en contact très régulier. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a des contacts quotidiens avec son homologue allemand. Ils sont exactement dans le même état d'esprit que nous, concentrés et tout à fait conscients et qu'elle est susceptible de causer des dégâts dans leur pays, être dans des proportions comparables à celles qu'elle provoque dans les autres pays. Je pense que tous les responsables en la matière font preuve de détermination, c'est vrai, mais aussi d'humilité. Nous aurons peut-être des choses, sans doute, très certainement même, des choses à apprendre de la façon dont les systèmes sont organisés. Au moment où je vous parle, l'essentiel, c'est que notre système tienne. Je crois, comme le docteur que vous avez invité sur votre plateau, que le système va tenir, mais il faut rester concentré, il faut rester mobilisé, il faut rester vigilant. Professeur Karine Lacombe, vous êtes infectiologue, cette question est au cœur de votre questionnement précisément. Pourquoi y a-t-il 5 fois moins de décès en Allemagne qu'en France? Est-ce que ça vous intéresse sur la politique sanitaire menée en France, en Allemagne, sachant que d'autres pays ont des bilans 14 000 morts en Italie, 10 000 morts en Espagne, 2 900 morts au Royaume-Uni? Je vous apprends. Déjà, je suis plutôt en phase avec ce qu'a dit Monsieur le Président. Je pense que pour l'instant, l'Allemagne est un petit peu en arrière face à l'épidémie par rapport à nous, qui avons été aussi touchés après l'Italie, par exemple. Ensuite, peut-être que les mesures de confinement, qui étaient des mesures différentielles qui ont été mises en place, ont commencé plus tôt que ce qu'on a fait, enfin en tout cas en même temps que ce qu'on a fait en France, mais comme nous on a été touchés avant par l'épidémie, évidemment les mesures ont eu plus d'efficacité. Ensuite, il y a eu des tests qui ont été faits à un moment à peu près en même temps que nous, mais nous on était déjà plus touchés par l'épidémie que quand ces tests ont été mis en place. Donc je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont imbriqués et pour l'instant, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un peu de recul, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça va être en Allemagne dans un mois. J'espère qu'ils ne seront pas dans notre situation, mais on verra. Faut être modeste, bien sûr, et très prudent, que vous êtes par profession. Docteur Chauvin, c'est aussi votre lecture des choses? Oui, tout à fait, parce qu'on voit avec la mise en place du confinement, du coup, il y a 17 jours maintenant, sur Paris, bien sûr qu'on a des cas, il y en a beaucoup de cas actuellement, mais il suffit de regarder aussi ce qui se passe sur le Grand Ouest. Le Grand Ouest n'est pas submergé par les cas. Bien sûr, il y a des cas, bien sûr, ils vont en avoir. Eux, ils ont une densité de population qui est moindre que Paris, donc c'est vrai, le confinement aussi, ça permet de faire la vraie distanciation sociale et de diminuer les cas. Donc ça, c'est très intéressant. On voit, eux, ils ont un impact direct qu'on a moins sur Paris parce qu'on a une densité de population et quand on a mis les mesures de confinement, on était déjà un peu dans la vague, faut le dire. Donc là, voilà, je partage vraiment l'analyse de ma confrère. Docteur Chauvin, vous savez, je n'ai pas le monopole des questions ce soir. Est-ce que, étant face au Premier ministre, vous avez une question, une interpellation, une supplique à lui adresser? Oui, monsieur le Premier ministre, moi j'ai une vraie question, parce que là on est effectivement dans une vraie pandémie, on est tous sur le pont. Maintenant, il y a un vrai questionnement que l'on a, c'est qu'actuellement, on est tous dirigés vers le Covid. Dans quelques mois, je l'espère, le Covid commencera à diminuer.